Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir encore, bienvenue à notre émission, à notre rendez-vous de chaque soir où nous nous rencontrons justement pour parler des questions d'actualité politique à travers le continent africain. Et comme nous avons tous initié l'idée de discuter sur les événements malheureux à l'est de la République démocratique du Congo, nous voici encore une fois pour en parler ce soir tel que ceci a été prévu depuis le début de la semaine. Merci encore une fois à tous ceux qui nous ont écrit, à tous ceux qui ont réagi lors de nos différentes émissions de la semaine. Beaucoup de gens ont été touchés par le message qui ont été lancés à l'endroit justement des gens de bon cœur, ceux qui sont encore compatissants à la situation des bénis, à la situation de ces mamans qui tombent comme ça de manière injuste par la violence justement des personnes moins humaines. Ces personnes, justement, nous ne savons pas d'où elles viennent, mais c'est plutôt l'injustice sociale, l'injustice économique et l'injustice à travers le monde qui fait qu'il y a des dépravés comme ça qui sont en train de faucher la vie des autres. Oui, le Congo démocratique, c'est un géant au centre de l'Afrique. Mais ce Congo démocratique est convoité par la plupart des pays voisins, convoité également par les multinationales, convoité aussi par ceux qui vivent à l'intérieur de ce Congo. Ceux qui pensent qu'ils ne partagent pas suffisamment les biens de l'État, les biens du Congo, les biens des ressources du Congo. Ceux qui pensent qu'ils sont mal servis. Certains sont des comploteurs, d'autres sont des traîtres. Oui, tous ils sont dans le même lot. Mais pendant ce temps, il y a des familles qui se meurent de faim, d'autres qui sont tués, massacrés injustement. C'est le cas de Béni. Merci encore une fois, nous allons parler de Béni. Et tel que le titre l'avait indiqué au début de cette émission, vous l'avez tous lu, entretien, échange entre Kinshasa et Béni. Il est prévu justement qu'il y ait échange entre les jeunes de Kinshasa et les jeunes de Béni. Les raisons techniques nous font défaut jusqu'à présent pour avoir le côté Kinshasa. Mais nous attendons que les jeunes de Kinshasa vont se joindre à nous, à cet échange avec les jeunes de Béni, qui ont justement lancé leur cri d'alarme. Et les jeunes de Kinshasa qui ont suivi cette émission, ces différentes émissions, nous ont appelés, ils ont voulu justement échanger avec leurs concitoyens qui sont à Béni pour partager justement la douleur ensemble et voir dans quelle mesure ils peuvent justement échanger, discuter et partager et trouver des solutions aux problèmes qui les touchent. Voilà. Nous allons parler d'abord de Béni. Ensuite, comme nous avons prévu depuis hier, nous parlerons du paradoxe congolais. Et enfin, nous sommes toujours à l'antenne libre. Pour tous qui suivez cette émission, si à un moment donné de l'émission,
vous voulez intervenir, nous allons prendre le téléphone que vous connaissez tous. Nous allons encore afficher le numéro de téléphone et vous aurez à poser des questions également, justement, soit autour des questions qui ont été évoquées lors des précédentes émissions de la semaine. Nous avons parlé des émissions que nous avons évoquées au courant de la semaine. En tout cas, vous avez tous suivi l'identification ou le recensement. Nous avons parlé de l'État laïque et clérical de la République démocratique du Congo et aussi les massacres de l'Est qui tuent à Béni. Voilà les 3 grandes émissions que nous avons eu à faire au courant de cette semaine. Merci encore une fois. Nous allons donc prendre notre ami, notre intervenant, qui est en duplex avec nous, M. Kasereka Kambilo Gentil. Il est agronome au département phytotechnie à Béni. Voilà, le jeune homme, vous l'avez déjà vu il y a 2-3 jours. Et donc, il vient encore une fois nous donner une autre information sur la situation à Béni. Voilà, sans tarder, justement, nous allons recevoir M. Kasereka. M. Kasereka, bonsoir et bienvenue sur les antennes de télé Saturne et Canal 54. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur René. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, nous vous recevons encore une fois, tel que nous avons promis. À chaque fois que vous avez une information à passer à nos téléspectateurs et à tous ceux, justement, qui sont sensibles aux problèmes de la République du Congo, vous êtes toujours le bienvenu avec toute votre équipe et avec tous les Congolais de l'Est. L'antenne est à vous, en tout cas. Vous pouvez vous exprimer quand il y a nécessité. Nous vous écoutons, monsieur. Qu'est-ce que vous nous apportez aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé à Béni aujourd'hui? Ok, merci beaucoup pour m'avoir donné cette opportunité, une fois de plus, de m'exprimer devant tout le monde, devant le monde entier, en face d'une chaîne internationale. Je pense que ça, c'est un cri d'alarme. C'est pas d'habitude que les jeunes de Béni s'expriment de la sorte. Sauf que c'est un cri d'alarme, un cri de détresse. Nous voulons juste exprimer tous les mal qui se passent chez nous, toutes les méchancetés qui se passent chez nous, tout ce qui ne va pas chez nous. Franchement, chez nous, ça vous mentir. Vous pouvez prendre ça comme une fiction, mais la vie est inhumaine ici. Je ne cesserai pas de le dire. La vie est inhumaine ici. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'avenir ici. Je ne cesserai pas vraiment de le dire. Parce que moi-même, je me dis que notre plus grand malheur est que nous soyons nés à l'est de la République démocratique du Congo, au nord Kivu, précisément dans la ville de Béni, dans le territoire de Béni, Béni et ses environs. C'est ça notre plus grand malheur, c'est ce que je l'ai dit. Moi-même, je me dis que jusqu'à quand nous allons continuer ici, parce que nous n'avons même pas un saint, on n'a plus même pas espoir à quelqu'un qui peut nous aider, parce que nous-mêmes, on manque quel saint invoqué pour que ces massacres puissent cesser ici dans notre région, pour que ces boucheries humaines puissent cesser, pour que ces barbaries humaines puissent cesser. Parce que vous pouvez le constater avec moi, il y a même une commission au niveau des évêques, une commission au niveau même de la papauté du monde entier qui s'est levée, qui a envoyé des commissaires ici, qui ont fait des prières, mais rien n'est fait. Des prières, mais rien n'est fait. Les évêques sont arrivés. Même l'évêque au niveau de l'Afrique est arrivé, les plus grands évêques au niveau de l'Afrique. Il est venu prier avec nous. Heureusement que je suis encore conscient. Je participais à toutes ces messes. Je participais, permettez-moi les termes, parce que c'est un cri d'alarme, c'est un cri de détresse. Permettez-moi vraiment les termes. Je participais à tous ces théâtres, mais rien n'est fait. Il y a eu même le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, dont on avait beaucoup d'estime. On savait qu'avec lui, il y avait quand même de l'espoir par rapport à son prédécesseur, M. Joseph Kabila. Mais nous avons fini par conclure. Permettez qu'on puisse le dire. Nous avons fini par conclure qu'après Kabila est égal à Kabila. Nous-mêmes, on s'est dit que
Monsieur Félix nous a abandonnés. Monsieur Félix nous a délaissés. C'est un cri d'alarme vraiment que nous tenons à lancer à la communauté internationale, au monde entier qui est en train de nous suivre, que béni, le sang coule, béni, la vie est invivable, béni, le feu brûle, on ne fait que massacrer. Imaginez, c'était depuis avant-hier que je vous parlais qu'on avait incendié un véhicule qui portait des vivres pour venir à Béni. À quelques mètres de Béni, à quelques kilomètres de Béni, on a incendié deux véhicules. Un véhicule de marque Fousson et une petite voiture. Mais imaginez, hier, on a même fait la même chose, au même endroit, au même moment. C'était à 12h30. Imaginez, la route où est minée tous les FARDC, c'est la route où nous-mêmes, on s'est dit qu'on peut être sécurisé. Mais, fort malheureusement, on a tué. Les bilans actuels est 8 morts, plus beaucoup de vivres incendiés, les véhicules incendiés, toutes les économies des gens partaient à feu. Mais en contrepartie, que fait notre pays? Que fait notre gouvernement? Nous-mêmes, on s'est dit que nous sommes délaissés à notre propre sort. C'est un cri d'alarme que nous voulons laisser à tout le monde qui est en train de nous suivre. Que lorsqu'ils seront dans leur réunion, là où ils prennent des décisions, pensez à la ville de Béni. Pensez une fois à la ville de Béni. S'il y a cela, des multinationales qui alimentent, qui en profitent, qui gagnent à ce qui se passe ici chez nous à l'Est. On sait que chez nous, il y a trop de minéraux. C'est une région minière. C'est une région minière. Parce qu'il y a ceux-là, les multinationales qui en profitent. Nous sommes en train de les dire que nous sommes aussi humains comme eux. Nous avons aussi les goûts de vivre. Nous avons aussi ces droits-là de vivre comme eux. Nous sommes humains comme eux. Ils doivent penser à ça. Blancs, noirs qu'ils soient, nous sommes tous humains. Nous devons nous unir. Nous devons chercher la paix. En plus, sans vous mentir, ça je l'ai dit tout haut, nous sommes un peuple qui aime toujours la paix, qui aime une cohabitation. Si vous voulez vivre avec nous, franchement mes frères, franchement mes sœurs, franchement mes parents, venez. Les portes sont grandement ouvertes, mais ne venez pas avec les machettes, ne venez pas avec les armes, ne venez pas avec les haches. Nous ne sommes pas un peuple violent, nous sommes un peuple calme, pacifiste. Nous ne voulons pas la guerre avec quelqu'un. On n'a jamais fait cette guerre. Nous-mêmes, on s'est dit, pourquoi cette malheur? Imaginez, moi, je suis un jeune. Je n'ai que 23 ans aujourd'hui, sans vous mentir. Depuis l'avènement de l'AFDEL. Donc, actuellement, je suis dans les rues de Béni. Je me bats pour quelque chose que je ne connais même pas. J'ai hérité cette guerre. Je ne sais même pas. On me dit il y a l'AFDEL, la guerre de l'AFDEL qui est arrivée. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce qu'était AFDEL? Quels étaient les objectifs de AFDEL? Mais aujourd'hui, c'est moi qui subissons. Ce sont les gens comme moi, ma génération qui est en train de subir. Et fort malheureusement, lorsque nous voulons réclamer cette paix, qui est notre droit, qui n'est pas une faveur, c'est un droit. Mais quel est le plus grand cadeau qu'on nous donne? Ce ne sont que des coups de balle. J'ai perdu tant des amis. J'en connais même des amis que je perdis. Je perdis les proches parce qu'ils réclamaient la paix. Et moi-même, je me suis lassé. J'ai perdu même les parents. J'en ai été aussi victime de ça. C'est pour cela que j'ai consacré ma vie à ce que je dis trop, c'est trop. Les sangs a trop coulé. Nous devons faire quelque chose. Nous devons poser un geste. C'est pour cela que je suis en train d'appeler toute la communauté. Posons un geste pour la solidarité. Posons un geste pour les peuples de Béni, pour ces enfants. J'ai même envoyé les images. Imaginez un enfant de 7 mois qui reçoit un coup de balle. Mais cet enfant, qu'est-ce qu'il a dans cet enfer? Imaginez, on a tué sa mère. Il n'a plus personne qui peut lui donner le lait maternel.
Nous sommes tous conscients. Nous sommes tous intellectuels. Nous connaissons l'importance des scellés maternels. J'avoue, moi, je me suis décidé, je vais prendre ces risques. Je sais, je dois payer fort. Parce que personne ne veut qu'on puisse parler du problème des bénis. Personne ne veut. Mais moi, j'ai pris quand même ces risques. Parce que même mes proches savent vous mentir. Je l'ai dit avec les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux. Tout le monde me dit que petit, autant j'en perdis. Parce que je ne sais pas ce qui peut m'arriver aujourd'hui. Mais quand même, je prends ces risques. Je sais, c'est le monde entier qui est en train de me suivre. Je sais que nos autorités sont en train de me suivre. Fort malheureusement, ils ne veulent pas qu'on en parle. Parce que il y a quelque chose de louche qu'ils cachent. Ils ne veulent pas qu'on puisse parler, qu'on puisse en parler. Mais moi, je prends ces risques. Et si demain ou après-demain, vous ne me reverrez plus d'avoir radar, sachez que je ne serai plus. Je serai aussi parti. Moi-même, je me dis, les plus grands cadeaux que je peux donner à ma vie, les plus grands cadeaux que je peux donner à ma communauté, les plus grands cadeaux que je peux donner à ma vie, à mon pays, c'est ma vie. Ça, je prends ces risques parce que je sais, là où je suis actuellement, il n'y a personne qui peut me protéger. Et j'ai des exemples très concrets qui osent se lancer dans cette affaire. Laisse sa vie. Même ma mère, aujourd'hui, moi-même, je vous dis que j'ai été victime de ça. J'ai perdu mon père, ça vous mentir. J'ai perdu mon père dans cette aventure. Il a été tué dans son véhicule. Avec tout ce qu'il portait, toute notre économie est partie à feu. Et je suis son plus grand garçon. Mais lorsque ma mère apprend des histoires que je suis en train de faire, elle-même s'est dit que mon fils, j'étais déjà perdu. Je n'ai plus de fils. Moi-même, je me dis, maman, laisse les plus grands cadeaux que je peux apporter à ma ville, à mon pays, et que je puisse dénoncer ces crimes qui est en train de se faire dans mon pays, dans ma région de Béni. C'est un crime, c'est un génocide. Je l'ai dit tout haut. C'est un génocide. Même si vous ne voulez pas reconnaître ça comme un génocide, mais c'est un génocide. Imaginez, on m'amène le corps de mon père dans un sac. Imaginez, qu'est-ce que je peux ressentir actuellement. Mais moi-même, je me suis dit que ce qui est fait est fait. Laissons ça au passé, mais je dois œuvrer pour la paix. Je dois prêcher la paix. Imaginez ce que je ressens. Mais lorsqu'on me dit qu'on est en train de tuer, lorsque j'en prends, on a encore essentié un autre véhicule, ça m'a fort touché. Moi-même, je me suis dit, je dois tout écoute dénoncer cet acte. C'est un acte odieux. C'est un acte insupportable. C'est un génocide. Il faut reconnaître ça. Le monde entier doit reconnaître ça. Même si nos autorités ne veulent pas en parler, même si nos autorités ne veulent pas qu'on puisse en parler, mais nous ne cesserons pas d'en parler. Imaginez vraiment ce que nous sommes en train de ressentir. Mais moi, j'ai consacré ma vie à la paix. Je sais que si je cède ma vie pour que la paix regagne dans ma ville, pour que la paix regagne dans mon pays, ça serait un grand cadeau que j'aurais à offrir à ma ville. Je ne suis qu'un jeune, je n'ai que 23 ans, je ne sais rien. Je suis né dans cette guerre. Ça vous mentir, la présence de l'AFDEL. J'ai 23 ans aujourd'hui, je suis né, je suis victime de cette guerre. Tous les jours, je ne reçois que des tels messages, tel est mort, mes amis sont morts. Pendant la journée, moi-même, imaginez. Et les plus grands cadeaux que mon très cher pays me donne, après juste mon diplôme d'ingénieur, je me retrouve dans les rues de Béni, en train de chercher la paix. En train de chercher la paix. Les autres, heureusement, les autres ont même cette chance. Eux cherchent l'emploi. Même si dans leur pays, ils n'ont pas l'emploi, mais ils ont la paix. Mais moi, je n'aime pas ce temps de chercher l'emploi. Mais moi, je dois d'abord chercher la paix. Qui
qui n'est pas quelque chose que je dois négocier. Ce n'est pas une faveur que mon pays doit me faire, mais c'est une obligation. Fort malheureusement, je suis contraint. Je dois chercher cette paix. Et je ne sais pas jusqu'à Zaka. Mais pour que la génération future ne puisse pas subir la même chose que je suis en train de subir, c'est quelque chose d'horrible. Imaginez terminer vos études. Même nos autorités, mettez-vous à nos places. Je suis un enfant, même si je suis un majeur, mais je suis un enfant, je n'ai que 23 ans. Imaginez, tu as un fils, ton fils, monsieur le président, ton fils qui vient fraîchement de finir les études et le plus grand cadeau que tu lui donnes, aller dans les rues, peut-être il peut se faire tuer, tout peut arriver. Qu'est-ce qui prouve que tout ne peut pas arriver? Ma vie n'est pas spéciale à ceux-là de mes amis qui ont perdu de l'air. Ils ont perdu. Moi, j'ai des amis que je vis être abattus par notre police nationale congolaise, par notre armée, parce qu'ils ont réclamé la paix. Mon cher, mes chers, mes frères, mes parents, mon président de la République, la vie est sacrée. C'est ce que vous devez mettre ça dans votre tête. La vie est sacrée et il n'y a pas une grande richesse que cette vie. Même si on peut vous faire tout l'argent, tous les minéraux de ces pays, mais si vous n'avez pas ce souffle de vie, si vous n'avez pas cette vie, franchement, ces minéraux ne servent à rien. Je l'ai dit tout, et ces minéraux, ils ne servent à rien. Donc, vous devez mettre ça, qu'un jeune de béni, un enfant de béni a aussi le droit de vivre comme vous. C'est un Congolais comme vous, Monsieur le Président. C'est encore une opportunité pour moi de vous le dire. Nous devons prendre. Vous êtes président de l'Union africaine aujourd'hui. Ça doit être une opportunité pour nous, pour mettre fin à ces massacres. Quand même, si vous avez des conseillers qui vous orientent dans le bon sens. À l'Est, à l'Ouest, on vous appelle Fatih Beton, mais à l'Est, franchement, permettez-moi que je puisse vous dire, vous nous avez promis, on vous appellera président lorsqu'il n'y aura aucun mort, il y aura aucun groupe armé, on ne peut plus vivre cette vie. Lorsqu'on ne vivra cette vie, on vous appellera président. Mais est-ce que vraiment ça vous honore lorsque vous allez dans vos réunions? Je dois parler à la première dame. Vos conseillers peuvent faillir à leur mission, mais la première dame, vous êtes la première conseillère du président de la République. Vous êtes une femme, vous connaissez comment ça fait mal pour donner une vie. Vous connaissez comment ça fait mal lorsque les femmes sont violées. Vous avez ouvert une fondation qui n'existe même pas à Beni, plus forte. Madame la première dame, quand même, prenez les choses au sérieux. Venez au secours de ces femmes qui manquent qu'elles s'est invoquées. Venez au secours de ces enfants. Venez au secours de ces filles violées. Quand même, c'est votre pays. Ce sont vos filles. Vous avez pris l'engagement de défendre ces filles. Mais quand même, ayez cet esprit d'humanisme. Franchement, soyez humains. Soyez humains. À l'Est, le sang coule. À l'Est, les feux brûlent. Au brûle tout ce qui bouge. Madame la présidente, Madame la première dame, franchement, regardez même les images. Regardez comme nous sommes torturés. Ça, c'est insupportable. C'est pas invivable. Madame, veillez conseiller à votre époux, qui est notre cher président, qui puisse faire quelque chose pour notre ville de Beni. C'est un cri d'alarme. C'est pas un cri de joie. Franchement, aussi, s'il y a d'autres histoires à régler, mais d'abord la paix, d'abord la vie, elle est sacrée. C'est ce que vous devez mettre dans la tête. Cette vie, elle est sacrée. Et la paix que nous sommes en train de réclamer, c'est un droit. Ce n'est pas une faveur que nous sommes en train de réclamer quand même. Mettez-vous à notre place aussi. Franchement, moi je vous dis, moi personnellement,
je suis victime de ça. On m'a amené le corps de mon père dans un sac parce qu'il a été brûlé. Il a été brûlé. Il n'y a même pas. C'était en quelle année votre père était fauché? En quelle année? Pardon? C'est en quelle année votre père était fauché? Il n'y a même pas 2 mois. Oh. Il n'y a même pas 2 mois. À la 2021. C'est pour cela que je me suis décidé. Les images que je vous ai même envoyé quelques images. On est en train de mettre les corps dans un sac. Moi-même, je me suis décidé que la meilleure façon, parce que moi-même, je me suis dit, je ne peux pas prêcher par la violence. Je dois maintenant œuvrer pour la paix. Je dois maintenant œuvrer pour la paix. Parce que je suis victime. Je sais comment ça fait mal. Ça fait trop mal au cœur. Ça vous mentir. C'est tellement horrible. Imaginez, mettez-vous à la place de ma pauvre mère. Son premier fils qui prend ces grands risques. Elle-même me dit qu'elle n'a plus de fils. Parce que lorsqu'elle a appris que je suis en train de faire de telles choses, elle m'a dit que mon fils, je ne te compte plus. Je sais que d'une manière ou d'une autre, on va t'arrêter. Parce que tout le monde qui ose parler, tout le monde qui ose se lancer dans ça, il est arrêté, on ne les voit plus. Soit on l'assassine, soit on le tue. Parce qu'on ne connaît pas qui est le vrai ennemi. On ne connaît pas vraiment. Et les enquêtes font malheureusement au fait semblant des enquêtes qui n'aboutissent à rien. Moi-même, ma mère me dit que mon père m'a laissé toi comme espoir. Tu dois garder tes frères, tu dois garder tes petites sœurs. Moi-même, je me dis, maman, je ne dois pas garder. Je ne peux pas m'en sortir tant qu'il n'aura pas la paix. La meilleure façon de donner un espoir à mes petits frères, un espoir à ma ville et de dénoncer ces crimes. C'est un génocide, je l'ai dit tout haut. Les multinationales qui vendent les armes aux groupes armés, ça c'est un génocide. Les FARDC, les éléments des FARDC qui donnent les armes à ces assaillants, c'est un génocide, c'est un crime que vous devez répondre. Même si moi je ne serai plus, mais tôt ou tard, vous devez répondre à ça. Ce n'est pas une vengeance, mais sachez qu'il n'y aura pas un crime qui ne sera pas jugé ici-bas. Sachez ça. C'est ce que vous devez mettre dans votre tête. Moi, je n'ai pas le pouvoir de vous venger. Je n'ai rien. Je ne suis qu'un jeune qui se bat pour survivre. C'est ce que je cherche. Moi, je ne cherche rien. Je ne cherche pas l'argent. Je cherche seulement cette paix qui n'est même pas une faveur, mais qui est une obligation que mon pays doit me faire. Mon père a été tué parce que mon pays, parce que mon gouvernement n'a pas su les protéger. Tout ce que nous avons a été incendié, a été mis dans le feu parce que notre pays, nos autorités n'ont pas pu les protéger. Moi-même, je me dis que maintenant, mon combat que je prie, je me suis engagé que je dois maintenant me battre pour que la paix règne dans ma ville, pour que la paix règne dans mon pays, qui est zéro mort à la 2030. Vous êtes en train de projeter vos projets au 2025, 2030, mais il faut mettre qui? Vous devez tout faire qu'il n'y ait pas de morts à la 2030. C'est mon combat aussi. Si vous voulez m'emboîter, venez avec moi. Tous les jeunes comme moi, tous les jeunes, venez. Je sais que le combat n'est pas facile, mais ensemble, nous pouvons réussir. Ensemble, nous pouvons sauver ce pays. Je prends l'exemple de Jeanne d'Arc. Elle a été une petite fille de 12 ans, mais qui a sauvé. Même ça peut être une fiction, mais quand même, il y a un exemple. Nous aussi, nous pouvons faire quelque chose. Moi, je me suis déjà engagé. J'ai pris ces risques. En pensant sur vos médias internationaux, je suis à Béni, où il n'y a aucune protection, où on égorge, on tue à 12 heures. Donc, ma vie n'est pas épargnée. C'est ce que je suis en train de vous dire. Si ça fait 2 jours, 3 jours, je ne passe plus dans vos radars. Sachez que j'ai été arrêté ou j'ai été tué. Je ne suis plus. Mais ça sera pour moi une fierté que mon sang a nettoyé ma ville. Mon sang a contribué pour que
notre pays soit pacifié. Parce que moi-même, je me dis, trop, c'est trop. Nous n'allons pas continuer ainsi. Nous n'allons pas vivre dans cette misère que nous sommes en train de vivre. Imaginez, notre ville, notre population de Béni dépend des travaux champêtres, des activités champêtres. Mais il y a aujourd'hui les gens, plusieurs de nous dorment sans rien manger parce qu'ils ne peuvent pas aller dans la brousse pour chercher de quoi manger. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous apprend? Tout ce qu'ils ont, des bananiers plantains, tous ont mûri. Il manque quelqu'un qui peut aller récolter. Mais une fois osé y aller, c'est ta vie. Soit toi, soit les bananiers. On accepte rester dans la ville que d'y aller. Mais rester, c'est que nous allons crever de faim. Ici, les gens crèvent de faim. Là, même si là, vous êtes en train de manger, mais ici, les gens souffrent. C'est pour cela que nous nous sommes dit, nous nous sommes réunis, quelques jeunes. Nous avons lancé un mouvement. Paix pour Béni. Paix pour Béni. Parce que nous-mêmes, on s'est dit que ça ne marchait pas. On s'est décidé, avec les peu des moyens. Moi, je n'ai aucun emploi, mais je me suis dit que les peu, je vous dis, il n'y a même pas 2 mois que j'ai perdu mon père, mais j'ai été en mesure de donner mes $5 pour acheter à quoi manger pour les petits orphelins, tous ces orphelins-là, tous ceux-là qui crèvent de faim, qui sont sortis dans des zones qui sont plus insécurisées, dans des zones où mon père a été tué. Moi-même, je me dis, nous devons poser un geste. Franchement, c'est pour moi une occasion de vous dire, posons un geste pour la société, posons un geste pour la solidarité, posons un geste pour ces enfants orphelins. Franchement, ici, la vie est inhumaine. Je ne peux pas vraiment vous mentir. Posons un geste. Ensemble, pain pour Béni. Paix pour Béni. Nous avons lancé ces mouvements. Fort malheureusement, nous n'avons pas assez de gens qui nous écoutent. Mais, peu importe ce qu'il y a, nous allons nous battre jusqu'à notre dernier souffle pour que la paix puisse régner dans notre ville, pour que la paix puisse régner dans notre pays. Parce que franchement, ça nous fait très mal. Nous sommes victimes de ça. C'est pas à dire que nous nous battons parce que nous sommes victimes de ça. Non, nous nous battons parce que nous connaissons que c'est une chose qui est horrible. C'est un génocide. Même si ça s'est passé à notre part, on doit vraiment se battre. C'est quelque chose qui est insupportable, invivable. C'est ce que nous sommes en train de traverser. Je vous dis tout. Je suis en train de prendre ces risques. Si vous me manquez dans vos radars, sachez que je ne serai plus. Donc, c'est un risque. D'accord. C'est vrai, c'est un risque. J'en perdu. Depuis depuis la première fois que nous avons eu à échanger avec vous, jusqu'à notre échange hier avec un de vos amis du groupe de votre association que vous avez créée. Je suis content d'apprendre que ce Paix pour Béni, en d'autres termes, mais en anglais, ça pourrait être Peace for Béni. Et en swahili, ça doit être, je crois... Amani Juya Béni. Ok, Amani Juya Béni, donc une association qui va vous permettre justement de solliciter aux bienfaiteurs justement de vous assister à travers cette organisation. Vraiment, nous sommes très touchés. Mais une question que je vais vous poser par rapport à votre récit très touchant, très émouvant en même temps. Sachez que nous partageons cette situation, nous partageons cette souffrance avec vous. Oui, nous partageons cette souffrance avec vous. Et je pense que si vous avez suivi l'émission d'hier, il y a eu un de vos amis qui est intervenu ici et une dame à partir de la Belgique qui s'appelle Madame Agnès avait lancé, elle aussi, à travers son association,
elle a lancé ce même message, ce cri d'alarme, justement, à travers la communauté internationale en même temps, différentes organisations dans lesquelles elle est impliquée. Elle a promis vraiment de faire quelque chose, attirer l'attention des Congolais et des autres personnes de bonne foi qui puissent justement se joindre à elle à travers son organisation qui s'appelle Petit Pas. Elle a vraiment expliqué ce que c'est Petit Pas. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette émission, en tout cas, vous pouvez aller dans notre site et vous allez trouver l'émission d'hier. Vous comprendrez justement l'échange que nous avons eu hier, d'une part avec un de vos amis à partir de Béni et avec Madame Agnès hier. Vous allez comprendre pourquoi nous avons le sens de l'échange d'hier. En tout cas, c'est pour trouver des moyens en ce que nous puissions vous acheminer de quoi pallier à une partie de vos souffrances, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, selon les moyens qui seront à la disposition de ceux qui s'engagent désormais. Et également, il y a un mouvement panafricain, un grand mouvement panafricain qui nous a écrit de la première émission avec vous, qui a été diffusée justement dans plusieurs plateformes. Et ce mouvement panafricain, que moi personnellement, je ne connaissais pas son leader, m'a écrit juste après l'émission. Ils ont repris l'émission en entièreté. Ils ont diffusé jusqu'au Guadeloupe. Vous comprenez? L'émission que nous avons eue ici il y a 2 jours avec vous a été diffusée un peu partout jusqu'à Guadeloupe. Là, la communauté jamaïcaine m'a écrit ce matin. Nous pourrions avoir un rendez-vous dans les jours à venir avec eux parce qu'ils sont vraiment touchés par la situation de Béni. Vous étiez en train de parler, mais j'aimerais quand même vous poser certaines questions parce que cette émission est dédiée vraiment à vous, hein, à la situation de Béni. C'est d'ailleurs la situation la plus importante à laquelle nous pouvons consacrer tout notre temps pour sensibiliser les gens. Voilà. Votre père avait quelle activité à Béni? Si vous me permettez en tout cas de vous poser la question. Mon père était chauffeur de taxi. Il faisait Beni Kasindi. Voilà. Kasindi, c'est Ben Sassine, c'est à la frontière de la RDC et l'Ouganda. Oui. Arrivé à 10. Pardon? Allez-y, oui. Arrivé à 10 km de la ville de Béni, là où le même crime d'hier a été fait, son véhicule a été victime de cette barbarie humaine, de cette boucherie humaine. On a été obligé de tout piller. Pas les sentiers d'abord. On avait tout pillé, on a tout prendre. Puis on l'a mis dans les véhicules, on l'a incendié. On nous a amené mon père à partir. La tête n'était plus, imaginez. N'avait plus de tête. C'était dans des sacs. Maman, je me dis que c'est tellement douloureux. C'est pour cela que j'ai consacré ma vie. À partir de ces jours-là, lorsque j'entendais les pasteurs prêcher, moi, je ne suis même pas dans un mouvement citoyen. Je n'étais même pas dans ces mouvements-là. Lucha, Filimbi, non. Nous avons seulement une association qu'on devait chaque fois aider ces victimes-là, ces victimes de massacres. Moi-même, je me suis dit, je me suis levé, même des amis sont en train de me dire, j'ai pris ces risques. J'ai dit, ma vie, maintenant, je la consacre à la recherche de la paix. Je dois rechercher la paix. Que ces crimes odieux ne puissent plus se reproduire. Mais ça m'a fait tellement très mal. Lorsque j'ai appris la même chose, c'est produit au même endroit et en même heure. Moi-même, je me suis dit que c'est insupportable. C'est pour cela que je vous ai même supplié que je puisse passer à l'émission d'aujourd'hui, que je puisse parler ce que je ressens. C'est pour moi un soulagement. Je suis en train de me décharger pour le moment. Moi-même, je me dis que c'est insupportable. Ce sont les gens que je ne connais même pas. Mais moi-même, je me mets à la place de ces familiers. Ce que j'ai ressenti lorsqu'on m'a mené mon père dans un sac. Moi-même, je me dis que c'est trop dur de l'admettre. Mais on est obligé, toute notre vie, nous devons vivre avec ça. Parce que notre pays n'a pas été en mesure de protéger ses compatriotes. Parce que notre gouvernement n'a pas été en mesure, notre président n'est pas en mesure de protéger ses compatriotes. Mais nous qui sommes des victimes, nous devons vivre avec ça. D'accord. Vous ne pouvez pas continuer à vivre avec ça, il faut qu'il y ait des solutions.
Tout à l'heure, pour en tout cas la lanterne de ceux qui nous suivent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans la confusion par rapport à l'élan de ce mouvement terroriste à l'est du Congo. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez pensé qu'avec le président actuel, les choses allaient changer, mais vous avez l'impression que c'est toujours, on dirait les personnes, c'est toujours comme au temps des Kabila. Ça sous-entend quoi? Bon, c'est la même chose. Parce que nous-mêmes, on s'est dit, avant Kabila, on massacrait à la période de Kabila, on massacrait les gens. Félix est venu, Monsieur Félix. Il est venu avec son projet. Il nous a promis, franchement, je l'ai dit tout haut. Oui, C'est ce que je suis en train de m'adresser à lui. Compris. J'aimerais savoir, autant les Kabila ont massacré toujours, il n'y avait toujours pas de solution alors que Kabila avait fait 18 ans de pouvoir. Il a fait 18 ans, en d'autres termes, c'est lui qui a cimenté ces massacres, ce système, ce libertinage de tous ces groupuscules qui inquiètent les populations. Parce qu'on ne peut pas avoir fait 18 ans au pouvoir sans avoir eu quand même la possibilité, ne fût-ce qu'une année à consacrer uniquement à la recherche de la paix à l'Est. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Nous-mêmes, on s'est dit, comme piste des solutions prioritaires, que M. Félix doit tout faire pour arrêter M. Kabila. Parce que M. Kabila doit répondre, il maîtrise bien cette histoire qu'est M. Félix. Okay. Parce que lui, il est venu, il a trouvé un système. Il a trouvé les massacres. Fort malheureusement, ça s'est aggravé à son accession du pouvoir. Quand vous dites que vous souhaiteriez que le président actuel arrête Kabila, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire quoi? Soyez un peu plus clair. Qu'est-ce que nous voulons dire? Oui. En bref, parce que on sait, ce n'est plus à cacher. Actuellement, tous les généraux sont au contrôle de Kabila. Donc, l'armée qui est ici, c'est au contrôle de Kabila. À moins qu'il nous prouve le contraire, qu'il nous prouve vraiment le contraire. Mais on sait que Kabila contrôle encore l'armée. Même s'il y a des infiltrés, c'est Kabila qui les a mis dans notre armée. Que Félix puisse arrêter ça. Qu'il puisse arrêter ces messieurs. Fort malheureusement, on ne sait pas s'il les fera ou pas. Mais ça dépend aussi de lui. S'il a cette volonté. Parce qu'il peut avoir de l'estime envers lui. Il peut avoir du respect envers lui. Mais pour nous, c'est un souhait. Qu'il arrête, qu'il réponde aussi. Ils doivent aussi justifier pourquoi on a commencé ces trucs dans notre région. Parce qu'avant, ça n'était pas. Mais, pouf, c'est à Paris et nous sommes en train de subir. D'accord. Vous êtes les victimes innocentes en tout cas. Vous n'avez que 23 ans. Et lorsque ce mouvement de l'AFDEL a commencé, vous n'étiez pas encore né. Et sachez tout simplement que l'AFDEL était venu, soi-disant, pour la libération du Zaïre à l'époque. Vous n'avez pas connu Mobutu non plus. Vous êtes un de nos enfants en tout cas. Mobutu a été le président qui avait régné pendant 32 ans, qui avait mené le pays d'une main de fer, mais au moins avec sa dictature, il y avait la paix dans toute cette région où vous vivez. Ça, je pense que vous avez déjà appris ça même à l'école, qu'il y avait quand même la paix sous Mobutu dans cette région. Et d'ailleurs, c'était une région très, très paisible où les gens venaient, même il y avait le tourisme très développé du côté des Goma, Bukavu, toute cette contrée. Vraiment, il y avait la paix. On ne parlait même pas de la guerre. Voilà, donc c'est la FDEL qui arrive en 96 en passant par l'Est du Congo, en entrant par Goma, Gisenyi, toutes les frontières de l'Est. Et justement, ce mouvement qui venait jusqu'à Kinshasa, soi-disant, pour la libération, qui a laissé justement ces traces, ces résidus justement de tous ces groupuscules qui se sont développés plus tard sous Joseph Kabila, qui est un sujet considéré de l'autre côté. Bon, voilà, ça c'est ce que les Congolais disent en tout cas. Et donc, quand vous confirmez comme ça, vous qui vivez dans ce coin, que sous Kabila, c'est lui qui est en quelque sorte le géniteur de tous ces mouvements, ces corpuscules des criminels, c'est vous qui vivez l'expérience, c'est vous qui vivez la situation.
C'est comme ça que nous apprenons des choses. C'est comme ça que nous permettons justement d'avoir des informations fraîches et crédibles qui nous permettent justement de diffuser à travers le monde. Bien, écoutez, nous ne pouvons que vous remercier pour votre courage, tout en vous disant tout simplement que n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, vous êtes déterminés. Il y a au bout de tout ça, il y a quelqu'un qui vous observe, le Créateur, celui qui t'a créé, qui t'a envoyé sur cette terre. Celui-là qui a permis que la vie de votre père soit ôtée, il va vous protéger. Et cet assassinat odieux que votre père a subi, autant que d'autres pères, d'autres papas ont subi et subissent au quotidien avec toutes les mamans qui meurent comme ça gratuitement par la méchanceté de l'homme, ce Dieu-là, ne fût-ce que celui-là, va vous protéger. Ayez espoir qu'il va vous protéger. Voilà. Merci. Donc, Merci. avant de terminer notre émission, en tout cas avec vous, notre duplex ne sera pas complet comme nous l'avons prévu parce que l'échange avec Kinshasa, j'ai l'impression que nous ne pourrons pas le faire parce que l'intervenant de Kinshasa n'entre toujours pas pendant qu'il est en train de nous envoyer des messages. Il semble avoir quelques problèmes techniques, mais bon, les techniciens sont en train de le guider pour qu'il entre avant la fin de l'émission. Je vais vous demander tout simplement de nous décrire un tout petit peu la situation des enfants qui sont actuellement hospitalisés. Nous avons balancé une photo que vous avez envoyée juste avant le début de l'émission. Le petit bébé, le petit garçon là qui est sous le bras d'une maman, qu'est-ce qu'il en est au juste pour le moment? Est-ce que ce petit garçon, enfin ce petit garçon a des chances de survivre? Quelle est sa situation réelle? Oui, bon, la plus grande chance de survivre est qu'il soit transféré dans une poste hospitalière très, très sûre ou bien très améliorée. Mais ici à Beni, on n'en a pas. Mais si on devait les dépêcher à Goma, ça pouvait marcher. Parce il n'a pas quelqu'un qui les suit. Il a seulement sa tante maternelle qui est avec lui, mais il a réussi. Il a une blessure au niveau du pied et au niveau de la tête. Nous-mêmes, on s'est dit, c'est un enfant de 7 mois. Il doit être dans des structures très améliorées pour mieux suivre cet enfant. Mais l'enfant, son état est critique pour ne pas vous masquer la figure. L'enfant n'est pas dans un bon état. Alors, par rapport aux téléspectateurs, je pose une autre question. La ville de Béni où vous êtes, par rapport à l'endroit où on peut trouver un centre hospitalier adéquat, est situé à combien de kilomètres? Et c'est quelle ville? Oui, c'est situé environ à 400 kilomètres, la ville de Goma. C'est la ville province de Goma. C'est la province de Goma. Chef-lieu, c'est les chefs-lieux. C'est les chefs-lieux de la province du Nord Kivu. Les chefs-lieux. La ville de Goma. Il faut amener ce petit garçon à 400 km de l'endroit où il se trouve actuellement. Oui, pour bien prendre soin de lui, pour espérer que cet enfant, son état de santé sera hors d'état de nuire. Il sera à l'abri de tout ce qui peut être comme danger. Mais à Beni n'a pas de bonnes structures pour ne pas nous voiler la figure ou les figures. À Beni n'a pas vraiment de bonnes structures. C'est un hôpital général. Vous connaissez nos hôpitaux généraux. Vous connaissez combien nos gouvernements mettent de l'argent dans nos structures. Vous connaissez vous connaissez la situation dans laquelle nos médecins soignent les malades dans des structures de l'État. Vous connaissez bien. Eh bien voilà, je vous promets que cette émission sera suivie à Kinshasa et elle est suivie actuellement. Je viens de recevoir quelques messages de Kinshasa. Les messages, j'ai au moins 4-5 messages de Kinshasa. Des gens qui vous suivent actuellement là, au moment où nous parlons. Et l'émission sera envoyée auprès de certains responsables qui nous écrivent là et qui sont touchés par votre témoignage et qui vous encouragent que tenez bon, qu'ils soient avec vous autant que nous le sommes aussi. Et c'est très touchant ce que vous nous dites. Ce petit garçon qui doit être transporté à 400 km
n'a besoin que d'une aide. D'une aide financière, d'une aide pour que ce petit garçon soit soigné. Le petit garçon dont sa mère est décédée, le petit garçon dont tout le monde a vu les images d'une mère qui était couchée par terre, ensanglantée, et le petit garçon à côté, le voilà. Nous ne pouvons pas garder l'image à l'antenne plus de 5 secondes. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas montrer, dépasser le timing. Mais sinon, dans vos réseaux WhatsApp, vous avez cette image-là. Beaucoup de Congolais, vous avez cette image-là de toute façon. Ce n'est pas une image nouvelle pour vous. Mais c'est cela le problème. C'est ici que commence justement notre antenne libre. Et dans cette antenne libre, j'aimerais vous parler maintenant du paradoxe congolais. Vous avez vu ce que c'est le paradoxe congolais. Vous qui vous dites que vous êtes des Congolais. Non, vous n'êtes pas des Congolais. Autant que vous blâmez les étrangers, vous êtes pire que les étrangers, ceux qui se disent Congolais. Vous n'êtes pas Congolais. Parce qu'un vrai Congolais, il doit d'abord avoir l'esprit patriotique. Un vrai Congolais doit avoir l'esprit nationaliste. Un vrai Congolais a l'amour de l'autre. Vous savez, la destruction de l'amour du Congo a commencé avec l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Qui l'ont trahi, qui l'ont tué, c'est d'abord les Congolais. Quoique, il y a eu des multinationales, il y a eu les lobbies internationaux qui ne voulaient pas de Lumumba, oui, mais ce sont les Congolais qui ont comploté pour l'assassiner, parce que lui, il avait vu le monde 30 ans en avant. Lumumba avait prédit tout ça. Lumumba avait parlé de la balkanisation à l'époque, avec l'accent qui était le sien. Il le disait, balkanisation, il le disait déjà en 60. Il clamait tout haut que attention avec les Belges, attention avec les impérialistes, ils vont balkaniser le Congo. Leurs intentions, c'est de viser nos ressources. Voilà comment le complot a commencé. Et voilà comment l'homme congolais a commencé son comportement anti-Congo. Oui, le paradoxe congolais. Vous n'êtes pas des Congolais, nous ne sommes pas des vrais Congolais. Probablement, les vrais Congolais sont ailleurs. Ces Congolais-là ne sont pas encore nés, probablement. Où il y a eu une espèce de cataclysme écologique qui a décimé tous les Congolais. Voilà. Mais ceux d'aujourd'hui ne sont pas des Congolais. Arrêtons tous de prétendre que nous sommes des Congolais. Nous sommes assis en Europe, dans des pays occidentaux ici, et nous pensons que nous sommes des Congolais. Nous ne sommes pas des Merci pour la question. Kabila a géré ce pays pendant 18 ans. On tuait seulement nos sœurs et nos frères. Fatia a encore 2 ans. A dirigé ce pays pendant 2 ans. Il lui reste encore 3 ans. Donc les 2 ans, Fatia a accepté que ses alliés ou bien ses partenaires FCC l'ont amené à échouer
Et voilà. Commune cette fois-ci, nous pensons que le chef de l'État va mettre fin au massacre, va mettre fin aux tueries à l'est du pays, parce qu'il lui-même avait promis de se déplacer de Kinshasa vers l'est du pays. Donc, je demande à nos sœurs et nos frères à dire, bientôt il va se déplacer vers l'est, il va accomplir toutes ses promesses. Il lui reste encore 3 ans, il va les faire. Bon, au niveau de la jeune, vous êtes jeune, vous êtes membre des grands partis politiques, vous êtes président de jeunes étudiants des grands partis politiques, le RDT. Est-ce que dans votre RDT, quel est le support que vous pourriez apporter à vos compatriotes jeunes comme vous, qui sont à Béni et qui vivent dans des conditions atroces? Parmi eux, il y a même des finalistes, des diplômés, autant que vous à Kinshasa. Et ceux-là qui sont à Béni, qui sont au chômage et confrontés aux problèmes d'insécurité, vous qui êtes jeunes, surtout appartenant dans un mouvement, dans un parti politique aussi important, quelle pourrait être votre responsabilité pour justement aider vos frères qui sont à Béni, surtout les gens de votre génération? Ok, merci. Ce que nous sommes en train de faire au niveau du regroupement cher au chef de l'État, nous sommes en train de faire des lobbying pour qu'il y ait la paix, pour que l'Est du pays puisse recouvrir la paix. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous demandons à nos frères et nos sœurs de garder leur mal en patience. Bientôt, la paix sera rétablie à l'Est du pays. Et que les RDT est en train de prôner la non-violence. La non-violence. Voilà, nous sommes en train de dénoncer aussi tout ce qui se passe à l'est du pays. Voilà, nous soutenons la vision du chef de l'État et tout ce qu'il a promis qu'il va les accomplir. C'est un peu ça. Les RDT luttent contre la non-violence, luttent contre l'insécurité à l'est du pays. Donc nous, c'est la vision du fait Etienne Tshisekedi Wamulumba qui luttait contre la non-violence, contre l'insécurité, contre le népotisme. Donc voilà tout ce que je peux dire à nos frères et sœurs, de garder leur mal en patience. Bientôt, ils vont recouvrir la paix. Je rappelle en même temps que vous êtes jeune, je l'ai dit tout à l'heure, mais ce mouvement politique est dirigé quand même par un grand homme qui a une grande autorité au pays, qui est vice-ministre de la Défense. Quel est son regard par rapport à la situation à l'Est? Ok, merci. Il n'est pas vice-ministre à la Défense. Il est plutôt ministre délégué à la Défense nationale. Oui, oui. Il est ministre délégué à la Défense nationale et chargé des anciens combattants. Je crois, si j'ai encore bonne mémoire, c'était au mois de décembre ou bien on va plus parler de la guerre à l'Est dans 6 mois. Donc, je crois, comme le président avait mis fin au Conseil des ministres, on peut encore lui accorder encore la chance, puisque avec tout ce qu'il a fait dans son secteur des anciens combattants, nous pensons qu'il sera reconduit pour achever ce qu'il avait déjà commencé, pour instaurer la paix à l'Est du pays. Vous savez, M. Tshimangam Polecha, ce sont des jeunes gens qui ont à peine 20 ans, 23 ans, 25 ans, qui sont avec moi actuellement en direct à l'antenne. Et malheureusement que vous n'avez pas eu la possibilité de vous joindre à ce direct. Est-ce que vous pouvez nous promettre de proposer un jour où vous pourriez, soit avec vous, soit avec d'autres collègues à vous, à passer à l'antenne en direct et justement par échange pour encourager vos frères et sœurs qui sont à l'est du Congo. Ils seront encouragés lorsque vous allez échanger ensemble, tel que nous avons prévu cet après-midi, mais techniquement, ce n'était pas possible de votre côté. Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Oui, ce que moi, je peux proposer, pour la jeunesse, je suis prêt. Pour la jeunesse,
nous pouvons reprogrammer ça pour demain soir, même vers 18h, 17h, pour échanger. Après les cultes vespérales, vers 17h, 18h, nous pouvons parler du pays. Voilà. Je suis avec M. Gentil Cambilos. Cambilo, il est du côté de Béni. C'est lui qui est en duplex avec moi. Je ne sais pas si, M. Cambilo, est-ce que vous avez une question à poser à M. Polecha à Kinshasa? Bon, bien sûr. Sauf que, je l'ai dit tout haut, je suis un peu indécis de ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il nous dit d'ici 6 mois que la guerre va cesser à l'Est. Mais il oublie que nous sommes en train de parler d'un sujet très important. C'est le sang des Congolais qui est en train de couler. Imaginez dans 6 mois, chaque jour, le sang est en train de couler. Mais quelqu'un qui n'est pas en train de vivre, qui n'est pas en train de traverser les mêmes problèmes, les mêmes douleurs que nous, il se permet de nous dire que nous devons patienter dans 6 mois. Mon cher, vous vous trompez. Vous devez être jeune. Je sais que peut-être vous êtes jeune comme nous. Mais supporter 6 mois que le sang coule de tes frères congolais, mon frère, tu n'es même pas humain. Donner ces promesses, ça nous fait tellement mal. Parce que le président de la République lui-même a dit, nous avait dit, lors de son passage l'an passé à Béni, qu'est-ce qu'il avait dit? Nous allons passer Noël en paix. Noël, on fêtera Noël. C'est ce qu'il nous avait dit. Mais fort malheureusement, jusqu'à présent, nous sommes à notre deuxième Noël. Nous n'avons jamais fêté Noël. C'est ça la plus grande, la plus grande preuve. Pour nous dire que dans 6 mois, toi qui n'es même pas un décideur, toi qui es quelqu'un qui ne fait qu'applaudir, Fatih Béton, c'est ce genre des hommes qui sont sur les plateaux. Fatih Béton, Fatih Béton. À l'ouest, vous l'appelez béton. Mais peut-être il faut essayer d'essayer de voir si votre béton est bien dosé avant de dire Fatih Béton. D'accord. Mes chers, c'est le sang des gens. Va réagir. Il va réagir parce qu'il est au téléphone. Hein. Il a promis d'échanger avec nous amicalement demain pour essayer d'apporter sa réflexion en tant que jeune. Parce que c'est aussi un jeune, hein, effectivement, ce n'est pas lui qui décide. C'est quelqu'un qui est comme vous, qui militait justement dans le cadre de la jeunesse également. Je tiens quand même à vous préciser, hein, monsieur Gentil. Monsieur Polecha, c'est un jeune comme vous qui se bat à Kinshasa justement. La seule différence, c'est que oui, il se trouve du côté où il n'y a pas ce genre de situation que vous connaissez. Mais l'idée ici, c'est que vous arriviez à créer un climat de dialogue avec ceux de l'autre côté, c'est-à-dire ceux de Kinshasa. Vous êtes les jeunes, ce sont des jeunes également, pour que vous, qui êtes l'espoir de demain, vous puissiez avoir un discours commun, un discours d'unité, un discours qui va vous permettre tous justement de créer un Congo nouveau. Vous avez suivi hier Madame Agnès qui a dit que notre génération a commis des erreurs. Elle a dit ça à l'intervenant d'hier, que notre génération, nous, vos parents, nous avons commis des erreurs pour lesquelles nous ne voudrions pas que vous veniez les commettre comme nous. C'est-à-dire travailler dans la paix, dans l'amour et dans la concorde, dans le respect de l'autre. Ça, c'était un témoignage, c'était un message très fort. Probablement, vous n'avez pas suivi cette émission, mais votre ami de Béni d'hier avait suivi très bien ce conseil qui a été donné par une maman. Voilà, donc l'idée ici, c'est que M. Polecha, de votre côté, de Kinshasa, vous êtes jeune, et je suis même très content que vous ayez appelé pour confirmer votre participation à l'émission. Maintenant que vous réconfirmez votre participation pour demain, l'idée, c'est que c'est vous qui êtes des jeunes, c'est vous qui allez créer le Congo nouveau. C'est vous qui viendrez après cette génération du président de la République, c'est vous qui allez faire un Congo nouveau. Donc, c'est à vous la responsabilité du Congo. Et c'est maintenant que vous devez créer ces ponts, justement, pour créer une bonne harmonie dans cette nouvelle génération. Avez-vous un mot à dire, M. Polecha, pour terminer? Ok, merci beaucoup. Je dois
vraiment insister sur la présentation. Je suis jeune au niveau du RDT, jeune congolais, Excellence Chimanga, déjà. L'ami doit comprendre que les problèmes à l'Est, les problèmes n'ont pas commencé avec Fachi ou bien les chefs de l'État actuels. Les problèmes ont commencé à 10. Donc, il doit comprendre, ce chef de l'État, il a l'envie de mettre fin à la guerre à l'Est. Donc, nous devons l'aider, nous devons le soutenir dans cette démarche-là pour avoir un Congo nouveau. C'est ce que je peux dire cette nuit. Voilà. Et merci en tout cas, M. Mpolesha. Vous avez finalement appelé. Nous étions déjà vers la fin de l'émission. Merci quand même d'avoir appelé. Hein. Et nous allons garder les rendez-vous que vous avez promis pour demain. Et pendant ce temps, en tout cas, bonsoir chez vous. Et à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci, M. Mpolesha. Voilà. Mes chers amis, vous avez suivi ce petit direct-là avec Kinshasa. Malheureusement, ce n'était pas fait tel que c'était prévu. Hein. Il était prévu qu'il soit à l'écran comme nous le faisons en duplex pour que vous voyez comment les jeunes échangent. Mais déjà, vous avez déjà eu le ton qui est lancé par nos amis de Béni qui ne sont pas tout à fait satisfaits de la politique menée par le président actuel. Voilà, le jeune homme de Kinshasa, lui, c'est M. Mpolesha, et il milite justement au sein du RDT, qui est la deuxième, un parti politique, la deuxième force politique, justement, de l'ancienne coalition FCCK, mais appartenant du camp du président actuel. Donc, c'est le RDT, le Rassemblement des démocrates tshisekidistes. C'est comme ça que le parti s'appelle, dirigé par l'actuel ministre délégué à la Défense et aux anciens combattants. Voilà. Donc, nous avons déjà planté ce décor-là pour demain. Et probablement, s'il n'y a pas d'autres problèmes techniques, nous aurons vraiment à voir ces duplex demain pour mieux informer encore la situation. Donc, je reviens pour terminer l'émission. J'étais en train de vous parler de la situation du paradoxe congolais. Voilà. Nous avons une situation ici où la situation qui démontre que nous ne sommes pas des vrais Congolais. Si nous sommes des Congolais, alors nous sommes des Congolais de mauvaise foi. Tout ce que les Congolais savent faire, c'est de critiquer. Tout ce que les Congolais savent faire, c'est de douter de l'autre. Tout ce que les Congolais savent faire, c'est de minimiser l'autre. Tout ce que les Congolais savent faire, c'est de dire nul n'est capable sauf soi-même. Parfois, le Congolais ne croit même pas en soi-même, à lui-même. C'est cela le problème. Le Congolais vit toujours dans le complexe de l'autre. C'est l'autre qui peut faire mieux que son propre compatriote, ou même par rapport à lui-même, il pense qu'il serait incapable de faire des choses. Et pendant qu'il voit que l'autre fait des choses excellentes, dans la tête du Congolais, il pense qu'il y a toujours quelqu'un qui est derrière. Le Congolais ne peut pas imaginer que son compatriote excelle. Le Congolais ne peut pas imaginer qu'un Congolais soit intelligent. Le Congolais a la capacité toujours de ramener les gens vers le bas. C'est ça les Congolais. Et dans la tête du Congolais, il y a ce qu'on appelle l'esprit de la jalousie. La jalousie est humaine, oui. Tout le monde peut être jaloux à une certaine circonstance, mais notre attitude prouve que nous sommes mauvais. Nous avons une attitude répressive. Et d'ailleurs, ce qui se passe au Congo aujourd'hui, c'est la conséquence du paradoxe congolais. Le Congolais peut dire oui le matin, il va dire non l'après-midi, pour la même situation. Le Congolais est capable de te détruire en te regardant dans les yeux. Le Congolais est capable de te sourire alors qu'en réalité, il n'est pas avec toi. C'est ça le paradoxe congolais. Nous avons des enfants qui meurent à Béni, mais les Congolais sont en train de clamer ici sauvons Béni, sauvons l'Est, sauvons Butembo, sauvons Ituri, sauvons Goma. Oui, ça c'est les Congolais, les champions en slogan. Des slogans de tous les jours répétitifs. Les Congolais sont capables de vous répéter une chanson inimaginable. Une chanson dont on n'a même pas de partition, mais le Congolais va te la chanter. Une chanson inventée de toutes pièces. C'est ça le Congolais, dans le paradoxe congolais. Le Congolais est champion de la connaissance, parce que le Congolais connaît tout. Parfois, il ne connaît rien. Et quand vous écoutez dans sa connaissance, il n'y a rien dans le fond. C'est ça les Congolais. Le Congolais aime l'exhibisme. Le Congolais veut que l'on pense que c'est lui qui est le meilleur. Parfois, quand vous regardez au fond, le Congolais n'a rien. Oui, respectons-nous et écoutons-nous. Faisons-nous confiance pour sauver le Congo. Si nous sommes des vrais Congolais, c'est dans les actes, pas dans la parole.
Trop parler peut tuer. Nous avons lancé un mouvement SOS hier. Madame Agnès Kabena, cette dame qui a été très sensible hier, qui a dit, lançons quelque chose, faisons quelque chose, même avec 2, 3 personnes. Réagissons, ne fût-ce que pour aider la petite fille, le petit garçon, le petit bébé, qui n'a pas d'enfant dans sa maison. Quelle est cette douleur que vous ressentez sans pouvoir démontrer ce sentiment de douleur? Quand vous regardez un enfant comme ça ensanglanté, vous dites, sauvons béni. Mais oui, mais sauvons béni de quelle manière? Donnez un 5 pounds, donnez un 5 $, donnez un 5 €, mettez dans cette cagnotte un 5 €. Votre 5 € avec les 5 € de l'autre vont aider ce petit garçon, ce bébé qui est resté orphelin, qui ne connaît même pas son avenir. Nous ne parlons pas de jeune homme là qui a parlé tout à l'heure, qui a perdu son père. Vous avez écouté son récit, non? Il a 23 ans, il n'a pas connu la FDL. Il n'a pas connu la FDL, il n'a pas connu Kabila père. Non, il ne le connaît pas. Donc, c'est quelqu'un, c'est un jeune homme, ils sont nombreux comme ça, qui ne connaît que Joseph Kabila. Et donc, quand il a parlé tout à l'heure, vous l'avez entendu, il a vécu 18 ans avec Joseph Kabila pendant tout son 18 ans. Et donc, lui, dans sa tête, il ne voit rien de bon. C'est la démonstration, justement, de la médiocrité kabiliste. Si les Kabilistes sont en train de nous suivre, si ceux qui défendent les Kabylas sont en train de nous suivre, et que vous êtes des Congolais, ce jeune homme de 23 ans, qui n'a connu que Kabila. Et dans son récit, il dit, il pensait que, avec Félix Tshisekedi, les choses allaient changer. Kabila fait 18 ans. Ça veut dire que là, il a 23 ans, c'est-à-dire qu'il a connu Kabila pendant 18 ans. Il a grandi sous Joseph Kabila pendant 18 ans. L'homme des grands chantiers et des révolutions de la modernité. Ce jeune homme-là connu n'a vécu que sous lui. Il n'a pas connu Mobutu. Nous sommes de la génération Mobutu. C'est nous que nous parlons de la paix qu'il y avait à l'époque sur Mobutu. Pour lui, Mobutu, c'est une fiction. C'est comme aussi un autre. Nous, quand on nous parle de Lumumba, on n'a pas vu Lumumba, mais quand on nous parle de Lumumba, oui, on voit nos parents qui nous parlaient de Lumumba. Oui, c'est autant ce jeune garçon n'a pas connu Mobutu. Voilà comment la répercussion de l'histoire va travailler dans la mémoire collective du Congolais et des enfants. Quand nous disons que la nouvelle génération, c'est ça la nouvelle génération, qui est d'aujourd'hui étouffée par un système. Et donc, sortons du paradoxe congolais, prenons conscience, sauvons les âmes, aidons les enfants. Nous sommes capables juste de parler, de s'insulter entre nous, mais allons à l'essentiel, allons au vrai problème. Vous récoltez de l'argent, vous travaillez, oui, c'est votre argent, mais aidons les autres. Mais ne faisons pas semblant de vouloir aider les autres, de dire oui, moi je vais aider les autres. Non, sortons de ce comportement de selfishness. Sortons de l'égoïsme. Aidons vraiment les autres. Ou alors taisons-nous, arrêtons de dire Kabila dégage, Tshisekedi dégage. Laissez Félix Tshisekedi au pouvoir jusqu'à ce que la Constitution ou le peuple congolais seul va décider que de nous mettre ici en train de critiquer sans comprendre le contour du pouvoir politique. Nous sommes des spécialistes en analyse politique. Tout Congolais aujourd'hui est devenu analyste politique. Même ceux qui n'ont jamais goûté dans une école politique. Tout le monde est analyste politique. Tout le monde est spécialiste politique. À cause de quoi? Des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui font parler tout le monde aujourd'hui et qui sèment même la confusion dans les têtes des intellectuels. Des gens qui, mûrement nantis, des gens qui, intellectuellement riches, ont perdu la parole à cause des réseaux sociaux. Parce qu'il y a tellement de la confusion à l'intérieur. Tout le monde peut prendre son téléphone et commencer à raconter sa vie en insultant un chef de l'État, en dégradant justement une institution de la République parce qu'il devient expert. Parce qu'on est dans des conditions, on vit dans une certaine condition meilleure que les autres. Mais pour poser les actes, c'est impossible. Le paradoxe congolais, c'est un péché. Posons des actes, sauvons béni, concrètement. Vous avez vu un numéro de téléphone qui était affiché hier. Vous avez vu la cagnotte qui a été lancée hier. Vous avez vu, on vous a dit SOS béni, compte PayPal. C'est Agnès Mwamba, Petit Pas, 1992. PayPal, 5 pounds, 5 livres, 5 livres, 5 €, 5 $. Mettez dans cette cagnotte-là. Là, nous allons reconnaître que vous êtes vraiment un vrai Congolais, un vrai patriote, un vrai nationaliste.
ces enfants qui parlent. Ce n'est pas l'argent. C'est l'argent qu'ils veulent. C'est l'aide qu'ils veulent. Celui qui veut peut aussi prendre l'avion et aller à Béni pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Soyons humains. Voilà, l'émission est terminée. Si vous voulez appeler pour parler de toutes les questions que nous avons évoquées au courant de la semaine, si quelqu'un a une question à poser, nous pouvons donner 10 minutes pour parler en direct. Si vous avez n'importe quelle question, ceux qui se sont inquiétés parce que, bon, au courant de la semaine, nous avons évoqué beaucoup de sujets. Nous avons parlé de l'identification, votre recensement. Nous avons parlé de l'État laïque en rapport avec le discours du chef de l'État en Kamba, où nous avons appris le chef de l'État dire que, bon, voilà, il proposait à l'Assemblée nationale, enfin, il proposait au Parlement, aux deux chambres, la possibilité d'accorder une journée fériée à l'église des Kimbanguistes. Et enfin, les massacres de l'Est. Voilà. Si vous avez une question, s'il n'y en a pas, nous allons clôturer l'antenne et donc nous allons nous retrouver demain pour d'autres discussions. Voilà. Donc, la balle est dans votre camp. Dans 15 secondes, vous pouvez réagir. Auquel cas, sinon, nous aurons donc terminé cette émission. Donc, nous allons revenir dans 10 secondes. Pendant ce temps, si le téléphone n'a pas sonné, nous allons donc revenir pour vous remercier de votre fidélité. Merci. Voilà, nous allons terminer l'émission. Nous venons de recevoir 2 textos. Voilà, 2 textos. Je vais vous les lire. 2 textos. Au lieu d'appeler, on m'envoie des textos. Voilà, Monsieur Kitoko, bonsoir. Merci beaucoup. Vous avez été parfait ce soir. Vous avez été en même temps un peu, qu'est-ce qu'il veut dire par un peu? Il n'a pas dit le mot un peu. Vous avez été un peu, je ne sais pas si j'ai été violent ou j'ai été, je ne sais pas moi, doux ou gentil, je ne sais pas. Vous avez été un peu, merci pour l'émission, c'est tout. Le deuxième message nous dit ceci. Voilà, par rapport à madame qui a lancé la cagnotte, je suis très sensible. J'ai noté l'adresse PayPal. Je vais réagir au courant de la semaine. Voilà. Un autre arrive encore. Voilà, je ne sais pas, les gens aiment écrire que d'appeler directement et on peut discuter. Voilà, l'antenne est libre, hein, on peut discuter en tout cas, hein, vous posez vos questions. Hein, probablement, vous n'avez pas le numéro de téléphone, mais dit-on. Donc, il faut que la régie nous envoie le numéro de téléphone. Je ne sais pas ce qui se passe. Allez, mes amis ici ont du mal à parler la langue qui est la nôtre. Donc, essayez d'envoyer le numéro de téléphone. Probablement, les gens veulent l'appeler. Bon, mais est-il que le numéro est connu? Voilà. L'autre envoie le message suivant. Monsieur René Kitoko, lorsque vous abordez la question de l'Est du Congo, vous devez prendre toutes les garanties que vous-même vous êtes protégé parce que les Rwandais sont partout. Ah. Oui, les Rwandais sont partout, ils peuvent vous atteindre. Bon, ça c'est une question qui me concerne, mais bon, je pense que nous sommes tous protégés par Dieu. Hein. Et bon, voilà, nous ne pouvons pas nous taire parce que y a des Rwandais qui nous cherchent à nous nuire. Nous sommes obligés justement de parler du Congo. Voilà, l'autre dit ceci. Merci beaucoup pour l'émission. Mais par contre, appelez, parce que bon, c'est ce que nous avons dit. Appelez, posez des questions et il n'y a pas de questions taboues. Voilà, je comprends. Voilà. L'autre dit ceci. Monsieur René Kitoko, merci beaucoup. J'avais aimé votre émission sur l'État laïque. Ça, c'était parfait. Quant à moi, Simon Kimbangu, comme vous l'avez mentionné tout le temps, n'est pas, enfin, l'église, le kimbanguisme n'est pas une secte, mais pour moi, je considère le kimbanguisme comme étant un courant politico-religieux. Ah. Et que seul Kimbangu avait la vision divine. Voilà, c'est une réaction de quelqu'un qui écrit. Sans donner justement. Voilà. L'autre dit ceci, j'ai aimé cette émission, effectivement. Là, c'est Madame Nicole. Nicole, elle écrit de l'Allemagne. Voilà, je vous ai suivi par rapport à l'émission de l'identification, la nationalité congolaise, mais vous n'avez pas bien expliqué la différence entre, voilà, quelle est l'étape qui précède l'identification par rapport
au recensement. Est-ce que recensement et identification, c'est la même chose? Voilà, c'est ce qu'elle veut savoir. OK? Et puis, il dit le vote, pourquoi ne pas commencer? Voilà, il n'est pas question de commencer par le vote si on n'a pas encore identifié le peuple, parce que oui, il n'a pas identifié le peuple et savoir exactement combien s'élève la population congolaise à l'heure actuelle. Voilà, voilà une question. L'identification, madame, c'est comme vous êtes dans votre maison, vous voulez savoir combien de gens vivent dans votre maison. C'est ça. Combien de gens? Vous êtes parti en voyage, vous revenez, vous trouvez la parcelle pleine de gens, mais vous voulez savoir qui est qui. C'est ça l'identification. Vous voulez savoir qui est là, qui est venu du village dans votre parcelle, à votre absence. C'est ça. Vous êtes à Kinshasa, vous partez en voyage quelque part, nous savons tous que nous avons des parents au village. Au bout d'un moment, vous vous retrouvez avec beaucoup de gens de la parcelle. Mais vous allez dire, mais qui sont là? Qui sont tous ces gens? Et vous allez chercher à savoir qui est qui. C'est ça l'identification, madame. Oui, c'est ça l'identification. Identifier des gens qui sont dans votre enclos. Qui sont-ils? Et là, vous allez avoir une idée. Oh oui, ça c'est l'oncle, ça c'est l'enfant de l'oncle, ça c'est le neveu, ça c'est la nièce, ça c'est le cousin, ça c'est un tel. Voilà, c'est ça l'identification. Maintenant, les recensements. Les recensements, maintenant, madame, c'est vous allez évaluer qui va faire quoi par rapport à une question posée. Vous allez choisir, par exemple, qui va faire la cuisine ce jour-là. Nous savons que dans nos grandes familles, nos parents, nos mamans, souvent, c'est, bon, voilà, souvent, ce sont les filles qui faisaient la cuisine. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, toi, c'est demain, soit l'aîné commence à faire la cuisine lundi, celle qui vient, ou soit carrément, les mamans vont faire, voilà, toi, par exemple, 18 ans, 16 ans, c'est vous qui faites la cuisine. Les filles qui ont 14 ans, 15 ans, votre rôle, c'est de laver les assiettes. Et les garçons, votre rôle, c'est de faire les jardins, et ainsi de suite. C'est ça. Donc, vous avez déjà fait votre petit recensement. Vous savez qu'un tel va faire ci, un tel va faire ça. Mais vous allez maintenant... Ce comportement de choix, c'est ça qui va vous pousser justement à aller à l'élection. Vous choisissez, vous déterminez. Vous voyez? Vous déterminez la catégorie des personnes qui doivent jouer un rôle justement de choix du responsable de la maison. Et ce jour-là, vous ferez ce qu'on appelle le vote. Et le vote ne sera fait que par des gens qui ont été identifiés et choisis selon les critères. Et ce sont ceux-là qui vont choisir le chef de maison. Voilà, c'est un exemple comme ça, traditionnel, terre à terre, qui va vous permettre de comprendre les choses de manière simple. Voilà. Là, moi, je ne peux pas comprendre que les gens préfèrent écrire. Je vais pouvoir... demander à la régie. En tout cas, on va terminer cette émission sur cette note-là, tout en remerciant tous ceux qui nous suivent à cet instant. Merci, vous avez suivi Béni, vous avez suivi ce témoignage émouvant de notre compatriote, ce jeune garçon de 23 ans, qui lance toujours son cri d'alarme, et essayons de contribuer, essayons d'envoyer à petits pas nos contributions pour le moment, pour aider ne fût-ce que ce bébé qui est tombé, dont sa mère est tombée. Essayons vraiment de montrer que nous sommes des Congolais. Essayons de montrer que le Congo ne peut pas tomber si bas. Essayons de donner notre contribution tout simplement. Montrons que nous ne sommes pas dans ce paradoxe que j'ai évoqué tout à l'heure. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une insulte, ni une attaque, ni une injure. Non, plutôt c'est un constat. Merci d'avoir suivi notre émission. Nous allons nous retrouver demain pour une autre discussion, tout en espérant que demain sera un beau jour. Et ce beau jour, en tout cas le demain dimanche, nous allons encore nous retrouver et discuter encore en beauté en tant que Congolais. Aimons-nous vivants. Et encore une fois, aimons le Congo. Merci et bonsoir chez vous. Canal 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal 54, Canal 54, Canal 54, Canal TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents
pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.